Victoire de Fernando Alonso devant Felipe Massa et Sebastian Vettel. Tel est le résultat du Grand Prix d'Allemagne 2010. Salut à tous, bienvenue dans ce 6e numéro de Tomorrowline. Au sommaire, des rumeurs indiennes et beaucoup de questions, mais vraiment beaucoup de questions. Quelques journalistes le samedi matin devant le Motorhome de Force India. Pour attendre quoi? Pour attendre tout simplement la confirmation d'une rumeur. Parce qu'il semblerait que depuis 24 heures, de vendredi au samedi, une rumeur insistante disait que des huissiers allaient venir prendre le motorhome de l'équipe indienne. Motif? L'équipe n'a pas payé ses factures. Mais dans les faits, cette rumeur se base sur quelque chose de bien réel. Entre Vijay Mallya, le propriétaire, et la famille Moll, copropriétaire de l'équipe Force India, il y a un véritable problème, c'est que pour payer les factures, il y a mésentente depuis quelques mois déjà. Une rumeur indique véritablement qu'un nouvel actionnaire devra arriver au milieu de la table. On ne sait pas si ça sera une introduction en bourse ou ce sera un actionnaire tiers. En attendant, et ça a été déjà le cas l'année dernière, certaines factures ont été réglées et ont été réglées par la FOM, la Formula One Management de Bernie Ecclestone. Finalement, rien ne s'est passé. Une rumeur pour rien, mais une rumeur qui pourrait quand même avoir des conséquences pour la suite. Et nous verrons cela plus tard. Question de JB. Alors on va faire un thème Ferrari. On va pas beaucoup parler Ferrari. Ferrari, je précise qu'il y a eu une sanction de 100 000 $ par rapport aux consignes qu'il y a eu. Alors JB nous demande que penser des consignes de course justement de Ferrari. En fait, c'est pas très compliqué. Ferrari a tout simplement cédé sa direction de course à une banque. Voilà, tout simplement. Santander étant un des sponsors principaux, si ce n'est même quasiment le sponsor principal, dont la présence dépend beaucoup de Fernando Alonso, on peut se poser complètement des questions, à savoir justement, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se passe derrière? On voit bien que Felipe Massa, concrètement, est clairement le numéro 2. Mais en tout cas, du côté de Fernando Alonso, c'est une non-victoire. On va l'appeler quand même comme ça. Il aurait été tout aussi facile d'arrêter ou faire retarder Massa dans les stands, un écrou et tout ça. Bon, c'est quand même beaucoup plus subtil. On voit que du côté de Felipe Massa, il y a eu un manque de subtilité. Bon, chacun sa défense, on peut penser ce qu'on veut. Il est clair que Alonso est primordial du côté de chez Ferrari, puisque plus Alonso gagne, plus Santander est content et plus Santander est susceptible de rester longtemps. Faut pas oublier non plus une chose, c'est que Ferrari anticipe à l'horizon 2011-2012. Et c'est quoi 2011-2012? C'est tout simplement que Marlboro a envie de partir. Et que Santander est susceptible de rester. Donc si Alonso gagne le titre de cette année, ou éventuellement l'année prochaine, Santander est susceptible d'augmenter encore une fois son investissement. Quoi qu'il en soit, de toute façon, c'est une victoire Ferrari, même un doublé Ferrari. Alors la question justement de Langdon, c'est comment Ferrari a-t-elle pu faire pour augmenter sa performance d'un Grand Prix à un autre? Tout simplement par une histoire de fameux ailerons, ces fameux ailerons flexibles que vous avez entendus juste avant le Grand Prix. Ces ailerons en fait ont une particularité, c'est qu'ils s'inclinent sur les extrémités. Le gain entre 1 et 3 dixièmes, plus 3 dixièmes que 1 dixième selon les différentes informations que j'ai pu obtenir. L'avantage, c'est que malheureusement, les ailerons sont passés dans les tests de FIA avant le Grand Prix. Et à partir de là, les ingénieurs saluent la performance, mais ça serait très très difficile, d'après ce que j'ai compris, de pouvoir vraiment évaluer la flexibilité du carbone. Donc la FIA n'a pas encore les moyens de le faire. Alors certes, il y a eu des clarifications qui ont été demandées, mais la grande claque, c'était que tant que c'était Red Bull qui l'avait, c'était pas un problème, mais là maintenant Ferrari possédait le même type d'aileron pour ce Grand Prix, et là cette fois-ci ça ne plaît plus vraiment. Donc il y aura une clarification probablement à l'avenir. On en saura plus probablement dans les semaines qui viennent, puisque le Grand Prix de Hongrie enchaîne tout de suite la semaine prochaine. On aura probablement une clarification, peut-être d'ici mercredi, il y a de fortes chances. Alors une question de Battista. Un coup Vettel, un coup Weber, est-ce que Red Bull ne compromet pas tout simplement ces deux titres? On a tous vu le départ de Sebastian Vettel, un départ un peu bourrin, un peu stupide et un petit peu idiot. En fait, il se trouve que Sebastian Vettel n'est plus vraiment le même depuis la Turquie. Depuis son match avec Weber, il se trouve que c'est plus un match psychologique que véritablement
un match qui se passe sur la piste. Véritablement, il avait tout pour gagner ce Grand Prix. Vettel, simplement, il a tout compromis en faisant un peu tout et n'importe quoi. Il se trouve qu'en fait, Vettel est un très bon pilote, mais il lui manque encore beaucoup de paramètres. Alors, est-ce que c'est une question qu'il n'est pas assez mature? On saura dans le futur, quoi qu'il en soit, mais Weber profite concrètement de cette immaturité de Vettel pour pouvoir prendre, en tout cas pas tellement le dessus, mais en tout cas se mettre au niveau de Vettel. On verra par la suite, mais il est clair que la semaine dernière, il y a 15 jours, pardon, c'était Weber, et là, maintenant, c'est Vettel. Ça se trouve, dans une semaine, on verra si c'est encore Weber. Quoi qu'il en soit, en attendant, ses concurrents directs, comme Hamilton et Button, qui forment un duo absolument assez incroyable, où d'ailleurs Hamilton apprend beaucoup de Button dans la gestion en fait d'un championnat. On se rend compte que bah voilà, d'un côté Red Bull était un peu décousu à côté du duo chez McLaren. Du côté de chez Ferrari, on a clairement fait le choix du premier pilote, hein. On a vu Massa, maintenant c'est définitif, malgré qu'il ait fait un petit peu la gueule sur le podium et que c'était un petit peu froid entre les deux. On sent bien que Alonso est clairement le numéro 1 pour les raisons que j'ai expliquées juste avant, et Massa est devenu clairement le numéro 2, au moins en 2011, on verra pour 2012, mais en tout cas il est clair que maintenant les hiérarchies sont clairement établies. Du côté de Michael Schumacher, on va un petit peu en parler. Il se trouve que le pilote, comme a été dit collégialement, c'est clair que ça va pas tellement. Les déclarations d'intention du style on va garder en 2011, on va garder en 2011. Alors c'est évident qu'il va être probablement là en 2011. On ne sait pas dans quel état. Il faut savoir quelque chose, c'est qu'après chaque Grand Prix, il a des longues séances de récupération au niveau kiné. Il est cramé après chaque Grand Prix. Et globalement, ça va pas en s'arrangeant. En plus de ça, son équipier est tout aussi rapide, voire même plus rapide que lui. Donc ça va être un vaste problème de gestion chez Mercedes. Je précise aussi quelque chose, c'est que du côté de chez Mercedes, on a cru beaucoup à l'effet Schumacher. Simplement, le problème, c'est que le Grand Prix n'a pas vraiment fait le plein pour la course. Il y a même très largement de ça. Et je précise quand même qu'avec Schumacher, il y avait 5 autres pilotes allemands, quand même un sacré bel escadron. Alors, on va faire un petit truc, c'est à propos de Shogun. Shogun, ah, il me pardonnera, hein, il me pardonnera. Donc Shogun 971, je le fais un petit peu exprès, qui nous parle justement de ce qu'a sous-entendu Jean-Louis Moncey pendant le Grand Prix à propos de la réunion Briatore-Montezemolo. Alors, j'ai été au courant le 21, au soir, justement de cette réunion. Il s'avère tout simplement qu'on ne sait pas vraiment ce qu'il en est. Tout ce que vous entendez, c'est un peu de supputation. Mais il va y avoir un développement d'ici les 2 prochains jours à propos de ça. De ce qui a été dit pendant le Grand Prix, il y a beaucoup de vrai. Je peux déjà vous le dire. Il est évident. Simplement, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que Ferrari actuellement est en train de se la jouer solo à propos justement des accords Concorde. Et on sait que Briatore étant plus ou moins en lien avec Bernie Ecclestone, on sent bien que Bernie Ecclestone n'a pas vraiment envie que Ferrari refasse le même coup que l'année dernière. Souvenez-vous, l'année dernière, Ferrari voulait se la jouer solo et créer son propre championnat et même carrément partir en 24 heures du Mans et faire les Masters 100 miles d'Indianapolis. Donc on verra bien. Je ferai des développements pour plus tard, quoi qu'il en soit. Donc là-dessus, il n'y aura pas de souci parce qu'il est vrai que cette histoire est quand même assez suffisamment rocambolesque pour qu'on puisse globalement en parler. Voilà, c'était le 6e numéro de Tomorrowline. Alors on se dit tout simplement, non pas dans une semaine, et non, on part tous un petit peu en vacances. Donc on se donne rendez-vous pour l'après Grand Prix de Belgique fin août. Donc on se retrouve à peu près même endroit, même heure, à peu près 20h30, soyons fous, 22h30 si on a de la chance. Et je vous souhaite tout simplement de très bonnes vacances à tous. À fin août!